Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, je reçois l'auteure Florence Menet. Bonjour Florence, comment ça va? Amélie, ça va très bien et toi? Mais oui, j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es née du côté de Dijon en France. T'es journaliste, écrivaine, essayiste, romancière et maintenant tu travailles aux relations médias à l'Institut Douglas. C'est ça, j'étais longtemps en journalisme, en fait plus de 20 ans, principalement à Radio-Canada, j'étais chef de pupitre, donc je dirigeais les groupes de journalistes. Et à un moment donné, j'en ai eu assez, donc j'ai changé de carrière. Je suis revenue en communication, qui a été ma première carrière, si tu veux. Et là, je travaille aux relations médias, comme tu l'as dit, à l'Institut Douglas, avec les chercheurs, tous les problèmes de la santé mentale, que ce soit le sommeil, la dépression, l'anxiété, le suicide. Donc, je les aide à promouvoir leurs travaux, puis aussi tout ce qui se passe à l'hôpital. Donc, c'est vraiment très intéressant intellectuellement, puis humainement, c'est super riche comme milieu aussi. Et on le sent dans tes ouvrages que la santé mentale, c'est important pour toi? Oui, surtout le dernier, je te dirais, parce que j'avais déjà commencé à travailler au Douglas quand il était en gestation. Mais tu sais, ce qui se passe dans la tête des gens, enfin, c'est peut-être plutôt moi qui suis venue au Douglas parce que je m'intéressais à ça, je dirais. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'adéquation entre ce qui m'intéresse et ce que je fais actuellement comme travail, oui. Et j'aimerais ça qu'on parle un peu des ouvrages que tu as publiés. Tu as publié 3 essais, Montréal à l'encre de tes lieux en 2008. Oui. Ça, c'était quoi cet ouvrage-là? En fait, ça, c'est le premier ouvrage publié. Moi, j'ai toujours écrit. J'ai commencé très jeune à écrire, mais j'avais pas le sentiment que j'avais quelque chose d'intéressant à dire. Pourquoi? Je sais pas. Je trouvais que c'était pas original. Ce que je pensais, je me sentais pas plus habilitée à écrire un roman que quelqu'un d'autre. Puis bon, en même temps, un roman aussi, c'est un travail de longue haleine. Alors, j'avais pas le souffle pour le faire. Et comme j'étais journaliste et que je m'intéressais beaucoup aux arts, au spectacle, à la littérature, et à Montréal, qui était une ville que je découvrais, qui n'était pas ma ville d'origine, j'ai décidé de faire un ouvrage sur les liens entre la création littéraire et Montréal. Comment Montréal est une source d'inspiration. Montréal, c'est une ville qui est riche, attachante, et j'ai voulu creuser cette relation entre les écrivains et la ville de Montréal. Donc à chaque écrivain, j'avais un partenaire qui prenait les photos, Luc Lavigne, photographe à Radio-Canada, et on invitait chaque auteur à choisir un lieu montréalais qui avait une signification pour lui sur le plan de la création littéraire. C'est par exemple comme Christine Brouillette, c'est le parc La Fontaine, où elle a créé beaucoup de ses livres, où elle déambulait, si tu veux. Jean d'Ormesson, qui n'est venu que de façon assez fugitive à Montréal, mais lui, c'était un endroit, je pense, c'était un autobus. Enfin, je me souviens plus très bien. Mais donc, chaque auteur avait un lieu d'ancrage, et à partir de ça, on l'interviewait dans le lieu. On prenait des photos de lui en action dans ce lieu-là, Alina Apostolska, au pied de la tour de l'horloge, par exemple. Et on lui demandait d'expliquer son processus de création, sa carrière. Donc c'était vraiment, ça a donné un truc vraiment le fun, en photo et en texte également. J'ai vraiment adoré faire ce livre. T'es arrivée à quel moment à Montréal? Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis là, en fait. Ça fait une vingtaine d'années que je suis là, je devrais dire, en fait, oui. Mais avant, j'étais à Toronto. Donc, j'ai quitté la France à 18 ans pour Boston. Je suis allée vivre une année à Boston, faire un peu de journalisme en étant fille au père. Et puis ensuite, j'ai tellement aimé l'Amérique du Nord que j'ai voulu rester sur le continent, et mon père était prof à l'Université Laval à Québec. Alors je suis restée au Canada, et naturellement, de fil en aiguille, je suis passée par l'Ontario, mais j'ai abouti à Montréal avec mon conjoint de longue date, là, et mes enfants. Maintenant, c'est Montréal, c'est ma ville, là, c'est clair, là, maintenant. Et je qu'on parle de ton autre essai, Visage de la vitalité humaine, qui a été lancé en 2010, celui-là. Oui, c'est intéressant que tout à l'heure, tu parlais du fait que mon travail au Douglas, c'est mon intérêt pour l'âme humaine. C'est vrai que ça remonte à loin, parce que dans le fond, je sais pas, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai traversé des périodes où c'était plus ou moins facile, sur le plan psychologique, psychique, et j'ai cherché à m'intéresser, à me dire plutôt que de regarder le négatif, de voir qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui, à travers les coups durs, à travers une vie pas facile, à travers dans le fond, ceux qui ont des dés qui sont pipés à l'avance, des gens qui viennent de milieux très difficiles, ils réussissent quand même à s'en sortir. Puis je voulais pas faire une leçon de quoi que ce soit. Là, je dis pas que ceux qui s'en sortent ont plus de valeur que les autres, mais je voulais comprendre ces gens-là, faire des portraits de gens inspirants. C'est comme par exemple une jeune autochtone qui est devenue la première procureure de sa communauté autochtone, et donc qui avait un passé familial très lourd, et qui racontait son histoire, comment elle a su surpasser la haine envers ceux qui lui avaient fait du mal pour en faire quelque chose de constructif. Alors j'ai fait comme ça, c'était 7 portraits de gens que j'ai rencontrés, le docteur Henry Morgenthaler, qui en a vécu entre les camps où toute sa famille a été décimée, le ghetto de Varsovie, et puis ensuite tout ce qu'il a vécu pour pousser sa cause sur l'avortement. Donc c'est ça, il y avait Ali Nestor aussi, qui est un boxeur, enfin un athlète plus complet qu'un boxeur, il fait plein d'arts martiaux, là, et qui aide les jeunes de la rue à sortir, à raccrocher. C'est incroyable ce qu'il fait, ce gars-là. Donc je voulais des exemples positifs pour faire des belles histoires vraies.
un couple aussi, Jacques et Chantal, ils ont perdu leurs 2 enfants, la mère, la grand-mère dans un accident d'avion. Et comment ils se sont reconstruits. Et c'est jamais simple, hein, c'est jamais noir et blanc, mais comment ils ont réussi quand même à aimer la vie, à avoir un autre enfant. Alors voilà, c'était des trucs, pour moi, j'aime les êtres humains, je trouve qu'ils sont inspirants, puis c'est ça que je voulais faire, quoi. Voilà. Et il y en a un plus récent essai à l'autre bout de la laisse, un guide pratique. Alors ça, c'est autre chose. Oui, vraiment. complètement. Hein. Complètement. Mais bon, j'ai plusieurs passions dans la vie, mais les animaux, c'est vraiment une grosse passion pour moi. Je suis folle des chiens, des chats, des chevaux, et j'ai rencontré avec ma petite chienne, qui était un peu difficile, un éducateur canin, qui est pour moi un autodidacte, un peu à César Milan québécois, et je l'ai aidé, on s'est mis ensemble pour faire ce guide, dans le fond, qui vise à éviter que les gens abandonnent leurs chiens, parce que la plupart des abandons de chiens, ça se passe autour de l'adolescence du chien. C'est que le chien, là, il est plus tout à fait aussi mignon que petit. Quand il est petit, il commence à te bouffer tes chaussures, à t'abîmer ta maison, et là, les gens s'en débarrassent. Alors, s'il y a des conseils pour que la relation se passe bien, ben là, on passe à travers ça, puis après, ça devient le fun, puis on garde le chien, puis on a une expérience positive. Alors, ce petit livre-là, donc, il y a un guide d'éducation, mais c'est pas dogmatique, là, c'est des petits conseils, puis aussi des histoires, des bonnes histoires inspirantes aussi de gens avec leurs chiens. On a eu beaucoup de fun à faire ça. Beaucoup de travail, mais beaucoup de fun. Et en 2014, tu as écrit 2 nouvelles, une dans Crime à la librairie et l'autre Pourquoi cours-tu comme ça? Oui, ça, les nouvelles, ça, je dois dire, j'en écris depuis longtemps, mais je n'avais jamais publié vraiment, là, à part dans des petites revues. Mais quand on m'a approché, c'est un de mes amis, Richard Mignot, qui a le polar noir et blanc, que je suis sûre que tu connais, m'a demandé si je voulais participer à ce projet-là. Je trouvais que c'était fantastique, c'était réunir des auteurs de polar québécois pour les faire rayonner, si tu veux. Certains connus, oui, mais d'autres, comme moi, pas du tout connus, et de les réunir autour d'un thème, le thème d'un meurtre dans une librairie. Puis là, on avait le champ libre. Là, on s'est vraiment éclaté, on est parti là-dessus, c'était vraiment très chouette. Et puis, bon, j'ai fait une nouvelle qui était un petit peu, c'était comme un pastiche un peu des Agatha Christie, il y avait comme un peu un second degré. Et ça donnait un recueil vraiment sympa, puis qui vit bien, puis qui vieillit bien et qui va avoir une suite. Oui, c'est ça, il y en a un qui sort à l'automne, je crois, avec d'autres auteurs cette fois-ci. D'autres auteurs, et le thème, je pense, c'est Crime à la bibliothèque. Donc, légèrement différent. Ça m'aurait intéressé aussi, je dois dire. Richard Mignot, il fait beaucoup pour le roman policier québécois. C'est un ancien directeur d'école, un mentor pour les auteurs. Là, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Et pourquoi cours-tu comme ça? Parce que tu cours, toi aussi? Ouais. Mais là, attention, tout le monde court, hein, maintenant, c'est la grande mode. Moi, je suis pas une athlète, mais avec mes chiens, j'ai 2 chiens, je cours, mais en amateur. Et puis, c'est Michel Jean, avec qui je suis amie, qui m'a proposé de participer à ce recueil on est 7 ou 8 auteurs, je pense, récemment, donc c'est assez récent, chez Librex, c'est publié chez Librex. Et encore une fois, une nouvelle de fiction. Et là, j'ai choisi de renouer avec un genre que j'aime beaucoup, qui est un peu le surnaturel, si tu veux, l'angoisse. Et j'ai fait une nouvelle, je trouve que je l'aime assez, celle-là, je dois dire. Elle s'appelle Asphalte. Et c'est l'histoire d'un homme qui, au départ, il était comme nous tous, il n'est pas plus motivé qu'il faut par le sport. Il se donne des coups de pied au cul pour faire 1 kilomètre. Puis il devient complètement obsédé. Puis jusqu'où ça va aller, c'est ça le thème en fait du truc là. Ah, parce que ça peut devenir comme une drogue des fois de courir. Hein. C'est ça, puis moi je suis un peu partie de ça pour me dire, qu'est-ce qui se passe quand on dérape là? On commence à mettre ses performances sur les réseaux sociaux, on commence à se comparer, puis finalement on oublie son entourage, on devient super égoïste, on est coincé dans sa passion, dans son hobby qui devient une folie, quoi. Alors, c'était ça mon thème, là. Et tu as publié en 2012 Réplique mortelle. Ouais, ça, c'est mon premier, donc c'est ça. Premier roman. Oui, j'ai toujours voulu écrire du roman. Ça a toujours été mon but ultime, ah oui? Honnêtement, là. Il a fallu que j'attende d'être finalement assez avancée dans la quarantaine pour commencer à Pourquoi? publier. Le roman policier, moi, ça a été toujours un genre là, que j'ai eu à cœur. Là. Petite, je lisais Alfred Hitchcock faisait des romans policiers pour enfants. Là, j'étais folle de ça. J'adore, c'est ma passion, j'en suis folle. Okay, je connais pas tous les auteurs. Il y a des gens qui sont très pointus, mais moi, j'ai mes auteurs, puis je les adore, puis je les suis, puis j'ai toujours voulu publier du policier. J'aime la proposition. Je veux dire, je trouve l'évasion, elle est incroyable dans le roman policier. On te propose une intrigue, tu la suis si elle est bonne, là, c'est incroyablement libérateur, je trouve. Alors donc, bon, à un moment donné, après mes essais et tout, j'ai eu le courage de me lancer dans le roman. Et c'est ça, j'ai publié ce roman. Ce qui m'a aidée, c'est que je me suis dit, pour y arriver, là, il faut être authentique. Donc, je me suis basée sur des choses que je connais, un métier que je connais. Je me suis plaquée à des personnages
qui pour moi semblaient réels. Je veux dire, j'ai pris des personnages que je connaissais, je les ai transformés, adaptés, mais pour que les émotions soient vraies, il faut vraiment que tu creuses chaque page, chaque scène. Et trop longtemps, j'ai écrit en ne sentant pas ce que j'écrivais parce que j'avais pas il faut la patience d'aller au bout d'un personnage, puis de ne pas rester en surface. Alors voilà, c'est ça. Donc, je l'ai fait pour Réplique mortelle. Premier ouvrage, et c'est sûrement très imparfait, mais là, je sentais bien mes personnages. Et ça m'a donné le courage de faire les 2 autres. Mais oui, Rivage hostile en 2013. Oui, alors celui-là, je l'ai publié chez Tisser. J'ai changé un petit peu d'éditeur à quelques reprises, mais bon, c'est toujours un peu dans la continuité, là. Et ça, c'est l'histoire d'une manipulatrice, de la manipulation. Tu sais, ces gens dans notre entourage, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, mais qui veulent du mal aux autres, qui ne pensent qu'à leur bien-être, à leur avenir égoïste. Donc, c'était ça un peu le thème. Et au centre de l'histoire, mon héroïne, une jeune fille, que je vois un peu comme ma fille pourrait l'être, vulnérable, sensible, qui est aux prises avec cette manipulatrice-là qui fait tout pour la détruire finalement. Et c'est toujours, encore une fois, je reste ancrée dans un milieu que je connais. Il y avait la politique, j'étais attachée politique, le journalisme, donc tout un monde que je connais. Et il y avait un petit peu en filigrane le printemps érable aussi là-dedans. Donc, et tu as publié un 3e roman dernièrement, on va en parler au retour de la pause. Merci.